Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici à l'EJMA, l'école de jazz et de musique actuelle de Lausanne, partenaire des rencontres 7e art depuis la première édition, c'est-à-dire que ça fait 8 ans maintenant, et je les remercie chaleureusement. Son fondateur Vincent Pérez ici présent, la directrice générale Alexandrine Cole et toute l'équipe géniale qui rend cela possible. L'EJMA accueille depuis 8 ans des événements ou des intervenants qui ont tous un lien avec la musique. On est dans un festival de cinéma, mais sans musique. Il y a du cinéma muet. On pourrait même dire que l'absence de son est une sorte de musique. Mais là, on a à l'EJMA une approche autour de la musique, c'est très large. On a des compositeurs, on a des performeurs, on a des arrangeurs. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un superviseur musical. L'invité d'aujourd'hui, Pierre-Marie Dru, est donc superviseur musical. C'est un métier qu'on va donc, je pense, et c'est l'objectif, découvrir aujourd'hui avec lui. Pour citer quelques films qu'il a à son actif en tant que superviseur musical, parce que c'est pas rien. Notamment J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, César de la meilleure musique originale en 2020, Annette, le fameux Annette de Léos Carax, également meilleure musique originale en 2022, Les Olympiades de Jacques Audiard, qui ensuite a donné lieu à une nouvelle collaboration avec Jacques Audiard, avec le film duquel on va beaucoup parler aujourd'hui, qui est Emilia Pérez. Le Comte de Monte Cristo également, vous voyez, il en a fait du magnifique travail en tant que superviseur musical. Merci d'applaudir chaleureusement Pierre-Marie Dru. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour nous mettre dans le bain, je vous propose d'aller droit au but. Are you English? No, I'm not English. Why? No, because you you are pretty. So, does your client have a name? He desires to remain anonymous. If you're not willing to accept, I don't think it's worth talking. Just cut to the chase. To listen is to accept. Emilia. Eres. Emilia. Eres. Emilia. Emilia. Eres. Emilia. Emilia. ¿Eres tú? Mingo. Magnifique. Alors, Pierre-Marie Dru, afin qu'on puisse en savoir un tout petit peu plus sur vous, quel est votre parcours? Comment vous êtes arrivé à cette supervision musicale? Ce métier-là, bonjour à toutes et à tous.
plein de chemins, mais le premier, j'étais un adolescent qui a énormément écouté de musique, j'étais un peu autiste. C'était l'époque où il y avait encore des CD, on écoutait des centaines, des milliers. Les miens, tous les cadeaux de Noël et d'anniversaire passaient là-dedans. Et puis, il y a un moment, j'avais d'autres passions qui étaient le dessin et les maisons. Donc j'ai étudié l'architecture. J'ai compris que je ne ferais pas ce métier-là en avançant dans les études, même si c'était passionnant. J'avais un grand prof d'architecture qui s'appelait Enrique Siriani et qui m'a amené gentiment vers le cinéma. Et puis après... pas mal d'essais. J'ai passé 1 an ou 2 à faire plein de petits boulots, stagiaire, réalisateur, me remettre à la musique. On m'a appelé pour travailler sur un film africain qui s'appelait Ouaga Saga, parce que je connaissais bien la musique d'Afrique de l'Ouest. Et avec mes petits CD, j'ai commencé à faire ce qu'on fait de temps en temps quand on travaille en montage sur un film, c'est du theme tracking et caler des musiques pour aider le monteur. J'ai adoré faire ça, parce que j'ai l'impression de faire de l'architecture musicale. Et puis ce producteur m'a demandé si je voulais continuer à travailler avec lui sur le film en produisant la musique. On a travaillé avec un musicien qui s'appelait Mouktar Samba et j'ai adoré ce moment-là aussi. Et quelques semaines après, je montais ma société qui s'appelle Pigalle Productions et je fais ce métier-là depuis 20 ans. Excellent. Pigalle, c'est parce que j'allais à Paris, j'habitais à côté de Paris et tous les mercredis et les samedis, comme vous, essayer des guitares. Et voilà, cette espèce de clin d'œil à mon adolescence. Et donc, c'est vrai que vous venez de l'architecture et vous, ce que j'ai pu lire à votre sujet, vous parlez justement de points communs, enfin, de ce que l'architecture vous a apporté dans ce métier de superviseur musical. Oui, je vous entendais tout à l'heure dire de temps en temps une bonne musique, c'est quand il n'y en a pas. Et donc, il y a plein de types d'architecture et de façons d'aborder la musique. Mon métier, c'est d'aider un réalisateur qui, en général, sait ce qu'il veut, mais pas forcément complètement, ou qui n'a pas forcément le langage pour parler de musique. Donc, trouver des formules, des analogies. Donc, elle peut être picturale ou architecturale. C'est un vocabulaire qui marche bien pour parler de tout ça. Et donc, par quelle porte on rentre, est-ce qu'il y a tout de suite de la musique, est-ce qu'il faut attendre, le rapport au thème, au non-thème, à quel point une musique doit être orchestrale, présente, tout ça, le rapport aussi à la musique additionnelle, la musique qu'on achète. Il y a des très grands réalisateurs qu'on utilise énormément, comme Tarantino, mais ça doit être le cas sur tous les films. Voilà, chaque film a son histoire là-dedans, et on doit trouver les anglo-saxons disent le pace, mais il y a quelque chose qui a à voir avec ça, le bon tempo, le rapport que doit avoir le film avec sa musique. Voilà, donc l'architecture aide forcément parce que est-ce que c'est une maison sur 4 étages, une maison de plein pied, il y a quelque chose à voir avec ça, avec la spatialité, la place que doit prendre la musique dans un film. Et alors justement, si on ne va pas parler que d'Emilia Pérez, mais c'est quand même un sujet d'actualité et puis qui a pris une envergure incroyable, vous arrivez à nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé depuis la jeunesse, depuis votre premier contact pour Emilia Pérez jusqu'à aujourd'hui ici à l'EJMA. Oui, la personne qui m'a introduit à ce projet, donc à Jacques Audiard, c'est Clément Ducol, qui est un des compositeurs d'Emilia Pérez avec Camille, avec qui j'avais travaillé sur le film Annette de Léos Carax. Il avait orchestré toute la musique des Sparks, on s'entendait très bien. Et ils avaient commencé, c'était fin 2019, je crois. Jacques avait cette idée de film. Il était parti de quelques lignes d'un livre d'un ami à lui, Boris Razon, et il avait commencé à développer un espèce de traitement d'une dizaine de pages. Et après avoir rencontré 1 ou 2 autres compositeurs, je crois, on lui a présenté Clément et ils se sont bien entendus. Clément lui a présenté Camille en disant « Tu devrais rencontrer ma compagne », c'est sa compagne, qui est une très grande songwriter et qui parle espagnol, ce qui n'est pas une petite histoire dans cette aventure. Et ils ont très vite essayé 1 ou 2 chansons qui ont plu à Jacques. Et puis Jacques devait tourner les Olympiades, c'était le programme. Et puis il y a eu le confinement. Donc le tournage des Olympiades a été annulé, repoussé. Et pendant ce confinement, ils ont commencé à réfléchir ensemble à comment fabriquer cette musique. Et, en fait, travailler ensemble. Ils ne savaient pas comment faire. Jacques se posait beaucoup de questions sur qu'il avait envie de faire un film avec de la musique, comme ça, avec des chansons, mais c'était en fait nouveau pour lui. Et donc ils m'ont appelé, on a fait quelques zooms pour commencer à se parler de ça. Et en fait, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'ils soient ensemble réunis. Et en fait, tous les 3, plus Thomas Bigdin, qui est le compagnon de Jacques, souvent sur l'écriture de scénarios. Et on les a enfermés en Dordogne pendant 1 mois à la sortie du confinement. Et en fait, Jacques travaillait son scénario.
Et le matin, il faisait un espèce de brief comme ça, presque comme un slogan publicitaire, ou comme Serge Gainsbourg faisait avec ses titres de chansons, où la nuit, après, juste avant d'enregistrer, il écrivait toutes les paroles. Il y avait un peu de ça, donc il les lançait. Et Camille et Clément, c'était un endroit où il y avait un petit studio où ils pouvaient travailler. Il y avait un piano, des guitares, pas mal de choses. Clément est multi-instrumentiste, donc c'est pratique. Et Camille fait beaucoup de choses avec sa voix. Et en fait, tous les soirs, il leur faisait écouter des premières musiques. Thomas est un musicien aussi, donc il pouvait parler de ça, et déjà qui a communiqué avec eux. Et au bout d'un mois, ils avaient un bout de scénario, des premières chansons. Et Jacques a fait une pause pour tourner les Olympiades. Et presque 10 mois après, en sortant des Olympiades, j'ai travaillé avec lui sur les Olympiades. À la sortie d'une projection, il me regarde et me dit j'ai un problème, j'ai le scénario, j'ai les chansons, et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment les agréger, quoi. On va faire un podcast. Okay. Et en fait, ce qui devait durer 3 jours a duré 3 mois, et on a fait un film, en fait. C'est-à-dire qu'on a enregistré le scénario, une V1 de scénario. Et Jacques, ce qui était très important pour lui, c'est qu'on n'ait pas les chansons, le jeu, les chansons, le jeu. À l'époque, une précision importante, ce n'était pas un film. Il voulait faire un opéra. Il parlait d'un opéra de Katsu. On avait quelque chose de très brechtien, comme ça, dans la façon de penser cette histoire-là. Et donc, ce podcast a permis à Jacques d'intégrer les chansons, de leur trouver une place. Il y a des moments où il disait, mais il n'y en a pas pendant 20 minutes, c'est un problème, on s'emmerde. On a construit effectivement l'architecture du film futur, parce qu'il n'a pas commencé à parler de film après ce podcast. Donc je dis que ça a duré 3 mois, parce qu'on devait faire ça vite avec Camille qui devait faire toutes les voix. Puis finalement, on a fait un casting. Puis finalement, il a écrit un texte pour une narratrice. Puis on a mis les chansons dedans, puis il a voulu du bruitage, et cet objet que j'appelle le podcast, mais qu'il appelait le Work in Progress Audio, nous a servi de base à Camille, Clément, moi, et puis après toute l'équipe, pour préparer un film qui a dû se tourner à un moment en décor naturel au Mexique. Et puis il est revenu à son idée de faire quelque chose d'un peu opératique, et donc d'avoir une esthétique de studio, ce qui explique qu'à la toute fin, après 2 ans, après ce podcast, on soit retrouvé en studio en banlieue parisienne pour tourner 90% des images d'Amelia. Et donc, du coup, Clément Ducol et Camille, est-ce qu'ils sont les seuls à être intervenus musicalement là-dessus, ou alors justement, il y a de la musique additionnelle, et comment ça s'est passé ? Il y a de la musique additionnelle, il y a je pense entre 20 et 25 musiques additionnelles qui sont arrivées assez tard sur le tournage. C'était des musiques assez secondaires, c'est pour les marchés, pour la musique qu'écoutent les narcos dans la voiture. Donc, et on était plutôt une logique de ne pas trop dépenser de l'argent là-dedans, parce qu'il fallait qu'on en réserve pour la production de la musique originale, où il y avait énormément de travail en préparation avec les actrices pour enregistrer tous les playbacks. Sur le tournage, on a tout enregistré, la partie vocale. En post-production, on a refait des choses avec les comédiennes et d'autres chanteurs. Il y a des chorales, il y a plein de choses. Et puis en musique, où on avait un groupe de rock, une chorale latina, des chanteurs lyriques, un peu d'orchestre. Il y avait vraiment beaucoup de choses dans ce film. Mais dans toute la production de la musique, avec Camille et Clément, il y avait des personnes importantes. Je pense en particulier à une Mexicaine qui s'appelle Annette Fradera, qui était mon relais là-bas, qui m'a permis de caster ces chorales mexicaines. La banda qu'on voit à la fin du film. Le doublage des enfants. On a fait beaucoup de choses avec le Mexique. Moi, c'est à peu près 400 zooms avec mon équipe là-bas. Et puis après, il y avait beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteurs, des coachs. Je pense en particulier à Lucille Shriki et Carolina Santana, qui sont 2 femmes qui nous ont aidés à Paris à être mexicains, c'est-à-dire à aider tout le crew à chanter bien, de temps en temps, comme on faisait du playback sur le tournage, donc à gérer les histoires de lip-sync, qui sont un travail assez savant, c'est-à-dire qu'il y avait Lucille qui était au milieu des acteurs ou des danseurs quand il y avait des scènes chorégraphiées, qui vérifiait que ça se passait bien, le chant et la rythmique générale de tout ça. Et Carolina, qui était derrière le combo, a vérifié que les bouches étaient synchronisées avec ce qu'on entendait. Donc il y avait un espèce de travail de duo, et souvent Jacques d'ailleurs gère des duos comme ça quand il travaille. Il y avait Camille et Clément, il y avait Lucille et Carolina. Il y avait Paul Guillaume, qui est le chef opérateur, qui est un génie, un esthète exceptionnel. Et à côté de Paul, il y avait Sacha, qui était le caméraman musclé, qui est habitué à faire du clip avec des productions françaises qui font des gros clips. Et il collait la caméra devant le nez de Zoé Saldana. Mais une espèce de mélange toujours comme ça, des dualités qui apportent énormément de choses au film.
Et donc, vous, là-dedans, à partir du moment où, si j'ai bien entendu, il y a cette genèse où vous êtes dans cette petite réunion avec Clément, Camille et Jacques Audiard, vous, votre rôle, c'est quoi exactement ? Le rôle principal, c'est de gérer le tempo. C'est-à-dire qu'à quel moment il faut les mettre ensemble, à quel moment il faut les séparer, à quel moment on doit enregistrer, à quel moment la maquette suffit. On gère à la fois de l'artistique, du technique, comment on enregistre sur un tournage, le budget. La production nous confie le budget de la musique, donc c'est-à-dire que quand je dis à quel moment on dépense de l'argent, c'est un sujet important. C'est une longue aventure, ça a duré 4 ans et demi, donc il y a un moment, on a eu des sous pour faire ça bien, mais c'était pas non plus West Side Story, donc il fallait gérer tout ça. Donc leur faire rencontrer d'autres talents, on parlait de ça, des musiciens évidemment, des coachs, tout ça, tous ces gens qui vont les entourer. Rapidement le sujet, ça va être, moi je les ai aidés sur le casting, mais rapidement le sujet, ça va être comment on va préparer le cast. Voilà, avec des vraies questions d'ordre esthétique. Là, on parle d'architecture, il faut reprendre un peu, faut voir la big picture. Et la question fondamentale de Jacques, et du coup, je vais répondre à votre question, c'est quoi le son de mon film ? C'est quoi le son de mon film ? Quand on essaye de répondre à cette question, on y a répondu très très tard, hein, parce que c'est que intuitif tout ça. Qu'est-ce qu'on met en jeu ? Donc, par exemple, organiser des rendez-vous avec le mixeur du film 6 mois avant le tournage du film, parce qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que ça va être à la fin. On s'est dit qu'on allait mixer en Atmos, par exemple, donc j'ai enregistré la musique en Atmos. Et donc à la fin, quand on est dans une salle de cinéma, ce que je recommande de voir ce film dans une salle de cinéma, et si par bonheur on le voit en Atmos, c'est presque sensoriel. Il y a quelque chose Jacques a cherché à faire un film sensoriel, un film qui nous touche, c'était vraiment droit au cœur, comme il dit. Il y a beaucoup d'art, on triche quand on fait du cinéma, il y a beaucoup d'artifices, et pour y arriver, il y a des questions qui doivent se poser très en amont sur un film musical. Donc mon travail, c'était de poser ces questions. Donc par exemple, j'avais travaillé sur Annette, où on avait enregistré quasiment toutes les voix sur le tournage, c'était une volonté de Léos Carax. Jacques ne voulait pas vraiment faire ça, en plus il y avait de la chorégraphie, donc ça devient très compliqué. C'est sonore un tournage, donc enregistrer bien des voix, c'est difficile. Mais donc on a tout préparé en préparation. Toutes les chanteuses ont enregistré leur playback, à l'exception de Carla Sofia qui, sur le tournage, travaillait avec la voix de Camille, qui elle-même avait maquetté toutes les musiques avant. Mais au premier jour d'essai du tournage, il y a une séquence au début du film, pour ceux qui l'ont vu, où Zoé Saldana marche dans le marché et récite sa plaidoirie. C'est une chanson qui s'appelle El Allegato. Et Jacques, on répétait, et au bout de 5 minutes, il a vu les extras, les danseurs, tout le monde en jeu, comme dans une comédie musicale, en train de chanter. Il s'est dit, mais ça c'est génial, moi je veux ça tous les jours sur le tournage. Donc on a transformé un peu la façon d'imaginer le tournage en une journée. Et donc avec Erwan Kerzanek, qui est le preneur de son, qui a fait un travail exceptionnel, on met en place une technique, des oreillettes, comment on lance ses playbacks dans leurs oreilles pour qu'elles puissent chanter en direct. Et puis voilà, il n'y avait pas de règles. De temps en temps, on était en playback, de temps en temps, on chantait de façon complètement live, et on s'est servi de ce qu'elles ont donné toutes. Et tous, il y a quelques comédiens qui chantent aussi dans le film. Je pense au docteur. Et ils ont donné une interprétation qui était plus proche du jeu, de ce que Jacques était habitué à faire, moins musical, moins chanté, moins pointu dans le geste vocal, mais qui apporte une émotion au film que Jacques a absolument voulu capter, et avec lequel on a retravaillé après. Clément et Camille ont fait des arrangements qui allaient dans le sens de l'interprétation des comédiens. C'était très beau. Donc il y a plein d'étapes comme ça, et on suit, qu'est-ce qu'on met en jeu. Donc, pour répondre à la question, quel coach, quel musicien, quel studio, quel endroit, quel fuseau horaire. Voilà, c'était ces questions-là. C'est passionnant. Et du coup, vous donnez aussi votre avis quand vous entendez, quand il y a un enregistrement qui est fait. Vous dites, voilà, ça, vous avez un avis aussi d'expert. C'est très variable sur les films, et ça dépend des compositeurs avec lesquels on travaille. Parfois, je passe des heures et des heures avec le réalisateur et les compositeurs et les monteurs et les monteuses à parler de musique. Et voilà, parfois, il y a des relations réalisateurs-compositeurs qui demandent à ce qu'on les laisse vraiment tranquilles, et c'est
très chouette quand ça marche comme ça, et c'est aussi l'histoire du cinéma, hein, ces relations-là, quand elles sont très fortes, moi je les encourage. Et quand j'ai fait des castings de compositeurs, que je devrais faire rencontrer un réalisateur et un compositeur qui retravaillent ensemble après, c'est mes plus grandes joies, parce que je pense qu'il y a des choses à développer comme ça avec les compositeurs avec qui on travaille quand on est réalisateur. Et voilà, sur Emilia Pérez, ça a été tellement long que oui, à certains moments, j'ai donné mon avis. Voilà, Jacques questionne beaucoup tout le temps. Donc, il demande son avis au superviseur musical, mais à plein d'autres gens. De temps en temps, il faut synthétiser ses avis. Et voilà, et puis aider Camille et Clément à leur dire qu'ils sont sur la bonne voie. Quand on fait un film comme ça, quand on voit un film fini comme ça, on pense que les réponses aux questions ont été faciles, elles ont toujours été complexes. Et donc, il faut mettre des pièces dans la machine à confiance, en leur expliquant qu'ils sont sur la bonne route, que c'est magnifique. Et puis parfois, voilà, pour ce film-là, il y a eu à peu près le double de chansons qui ont été composées. Et donc, il y a eu des grands deuils. Je parlais de ça avec Vincent hier soir. Il y a une chanson qui s'appelle Cuatro Años qui est passée à la trappe, qui était la chanson au milieu du film. Les personnages joués par Zoé Saldana et Carla Sofia Gascon se retrouvent à Londres après s'être perdus de vue pendant 4 ans. Donc il y avait une chanson qui parlait de ces 4 années, qui était très belle et très émouvante, très lyrique. Et Jacques avait un problème dans ce qu'elle racontait, dans sa mise en scène. Il avait du mal à imaginer sa mise en scène. Il a essayé très longtemps de l'intégrer dans le film. Et puis elle était dans ce podcast audio et puis elle est passée à la trappe. Et il y a cette super chanson qui s'appelle Porca Suadidad à la place et qui marche très bien. Voilà, mais on a beaucoup testé tout ça. Et voilà. Et puis alors, voilà, success story, Emilia Pérez, est-ce que vous vous attendiez à ça autant? Ce serait malhonnête de dire un film, le pitch du film, avec ce réalisateur-là, ces compositeurs-là, je pensais qu'il allait se passer quelque chose. Ouais. Après quoi, on ne savait pas quoi. Déjà, il fallait que ça arrive. On a quand même annulé 2 tournages. Donc déjà, la vraie joie, c'était qu'on se retrouvait en studio à Paris, dans un studio peut-être que vous connaissez, qui s'appelle le Studio Ferber. Où à un moment on se retrouve avec effectivement pour de vrai Zoé Saldana, Selena Gomez, Carla, Marc Ivanir à enregistrer les chansons qu'on connaît depuis 2 ans et demi. Et là ça devient très émouvant et concret. Et là je me suis dit bon, ça va être exceptionnel. Avant c'est virtuel. Tout Jacques Audiard est-il, on n'était pas sûr de faire le film. Et puis après, en avançant, il y a eu plein de moments de doute esthétique. C'est un film qui prend beaucoup de risques, esthétiquement parlant, qui est baroque à bien des égards. Et Jacques, normalement, son cinéma, c'est pas trop ça. Donc c'était pour lui une grande prise de risque. Et donc ça a été comme ça sur le tournage, en montage, avec Juliette Welfing, qui est sa partenaire de toujours. Ça a été des sacrées batailles de trouver cette forme. Elle n'était pas évidente. Et même si un film musical, le scénario cale beaucoup de choses, parce qu'évidemment, le sens des paroles cale quelque chose dans l'histoire, dans le scénario et donc dans le montage, ils l'ont beaucoup travaillé. Là, on voyait dans cette bande-annonce, il y a cette grande image de Mexico, ce plan large de Mexico. Il y a une chanson qui s'appelle Subiendo, avec cette voix un peu vocodée de Camille, où on a mélangé avec des voix latinas. Ça, c'était prévu pour une autre séquence du film qui était au moment où il déterre des corps, quand il y a la Lucecita, quand il retrouve des disparus. C'était très religieux. Juliette avait du mal avec ça. Jacques trouvait qu'il commençait à y avoir une idée intéressante que tous les arrangements du film soient vocaux, ce qui est le cas au final. Tout ce qui n'est pas chanson reste très vocal. Et c'est Juliette qui a eu cette idée de caler cette musique Subiendo à 2 endroits clés du film, l'entrée du film sur les logos, et on plonge dans Mexico, un peu comme un hymne de Mexico. Et on la retrouve au milieu du film sur ce plan large où on revient à Mexico, avec une espèce de 2e chapitre. Donc toutes ces choses-là, ce n'était pas prévu, c'est un travail en continu. Et j'ai l'impression qu'on a trouvé la forme très tard. Et chacun son mauvais goût, mais moi c'était vraiment en phase avec le mien. Et puis alors, voilà, toutes ces nominations, et vous vivez ça comment, vous? La vraie joie, en dehors de la première, qui était de retrouver ces comédiennes la première fois en studio pour enregistrer les chansons, c'est la projection à Cannes. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on est en train de délivrer, on a confiance, mais quand même. Et l'accueil a été exceptionnel. Du public, des comédiennes qui ne l'avaient pas vu, c'était important pour nous, évidemment. Moi, j'étais avec ma femme qui m'a vu travailler comme un dératé pendant 4 ans et demi. J'étais content qu'elle aime le film.
Pas mal de latino, et je parle en soi mexicain, parce qu'il y a eu pas mal d'histoires autour du film avec ça, mais je sais qu'il y avait beaucoup d'hispaniques et de mexicains dans la salle et que le film leur a plu. Donc moi, j'ai été très touché par ça en sortant de cette projection, et j'ai envie de dire c'était ça mon award, un award public, quoi. Et après, évidemment, il y a eu 2 prix à Cannes qui sont des beaux prix. Je trouve que le prix pour les 4, quoi, que Jacques ait un prix, qu'il y ait un prix pour les 4 comédiennes, c'était émouvant. Et après, c'est du bonus. Voilà. Netflix a racheté le film pour les États-Unis, enfin, l'Amérique du Nord et l'Angleterre, et ils ont fait un push de tout ça de façon c'est incroyable. Je suis allé à Los Angeles en octobre, il y avait des affiches d'Emilia Pérez partout. 4 ans après, j'aurais pas pensé ça, mais bon, tout ça c'est du bonus. J'étais très très heureux pour Jacques, pour Camille et Clément au César et aux Oscars, parce que je trouve que c'était mérité. Et voilà, non, j'étais content de tout ça, bien sûr. Puis alors, ouais, je suis curieux, hein, parce que c'est vraiment un métier que je découvre vraiment en même temps que vous, je pense la plupart d'entre vous, parmi vous. Quand vous dites tout ce temps qu'il a fallu pour réaliser ça, vous là-dedans, c'est du plein temps chaque jour, ou bien c'est des moments précis très intenses, puis ensuite plus rien, le rythme? Il y a des moments où j'ai pas grand-chose à faire, mais la réalité, c'est que au tout début, en phase d'écriture, mettre en place ça, c'était assez intense. Mais après, là où vraiment ça devenait 70% de mon temps, c'est la préparation, on va dire 2-3 mois avant le tournage, jusqu'à la livraison de la musique mixée en Atmos à Cyril Holtz, le mixeur du film. Ça, c'est une période qui dure une bonne année. Voilà, donc ça c'était très très intense. Je pense en particulier au moment de l'enregistrement de la musique. Donc à la fin du montage, Jacques et Juliette ont poussé un peu le bouchon. On devait avoir le montage avant Noël, et puis on l'a eu le 10 février. Et moi, je savais, comme Camille et Clément continuaient à travailler les arrangements, je ne savais pas très bien ce qu'on devait enregistrer, donc quel musicien je devais booker en studio. Donc comme je vous racontais, il y avait un groupe de rock, un orchestre, des chanteurs, des chorales au Mexique, pas mal de trucs. Donc je n'ai pas beaucoup dormi pendant ce petit mois de février-mars de l'année dernière. Mais bon, c'était exceptionnel à vivre, bien sûr. Et puis du coup, alors, question annexe, vous avez le temps de faire 2 projets en même temps, ou bien c'est... Là, j'ai un petit peu calmé le jeu sur les films dits musicaux, les musicals. J'ai aucun compte à Annette et Emilia Pérez, parce que je parlais du confinement où j'ai commencé à travailler sur Emilia Pérez, mais on était en train de finir Annette en même temps. Au même moment, on travaillait sur la voix de la marionnette dans Annette. Donc c'était, je rêve de travailler sur des films comme ça. C'est absolument magique. Après, c'est très très intense. Et quand je travaille pas sur des films musicaux, j'ai à peu près 4-5 films qui ont forcément des temporalités différentes sur lesquels je travaille, ou une série. Voilà, là, j'ai travaillé sur la série animée d'Alain Chabat qui fait un Astérix. Donc c'est un projet qui s'étale sur 2-3 ans, c'est différent. Voilà, mais c'est 4-5 projets par an sinon. Ouais. 4-5 projets par an. Et puis justement, alors, pour revenir sur ces histoires qui peuvent intéresser certains musiciens aussi, quand vous parliez de casting, qu'on soit compositeur, musicien, vous imposez pas, vous proposez, vous écoutez. Ouais, non, les créateurs, c'est le réalisateur, le compositeur, donc il faut les aider. Alors, encore une fois, il arrive, dans la chronologie, qu'on arrive avant les compositeurs, parce qu'il faut négocier une musique pour un tournage, où il y a une question technique pour un tournage, où le réalisateur ne sait pas avec qui travailler, où il a envie de changer de compositeur, parce que c'est un autre type de film, une autre histoire. Et il nous arrive... on peut me demander de travailler sur un casting de compositeur. C'est assez, j'aime beaucoup le faire, mais je suis pas agent en plus. Donc il y a certains superviseurs qui sont agents, moi, ce qui n'est pas mon cas. Donc je fais des castings, je crois, complètement adaptés à chaque projet. Et voilà, on réfléchit. J'embête pas mal les réalisateurs à ce moment-là, être sûr qu'ils ont vraiment tout écouté. C'est un choix important. Je dis souvent que c'est comme un premier rôle, mais c'est très engageant. Donc quand un réalisateur se retrouve après plusieurs mois avec une musique qu'il n'aime pas, c'est vraiment douloureux. Donc il y a des questions à se poser au départ. Donc là, je travaille beaucoup avec eux à ce moment-là. Et puis après, il y a un suivi qui est variable, encore une fois, en fonction de s'ils ont besoin d'être aidés dans la communication avec leur compositeur ou pas du tout. Il y a des films où je ne suis pas là du tout dans la salle de montage et ça marche très bien sans moi. D'autres, il faut que je sois là tous les jours, encore une fois. Et puis après, c'est gérer cette temporalité dont je vous parle, de comment on organise la production,
pousser un peu les producteurs de temps en temps à mettre plus d'argent dans la musique, qui est un vrai sujet sur des films français ou européens par rapport à ce qui se passe ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre en particulier. Donc là, l'année dernière, on a travaillé sur Monte Cristo, et puis à un moment, effectivement, on s'est rendu compte que ça allait être une grande musique orchestrale, qu'il allait y avoir beaucoup de monde dans un studio, qu'en plus, il y avait une durée de musique proche de 2h20, je crois. Donc, au départ, on n'avait pas pensé au budget du film de cette façon-là, et avec une conversation simple avec le producteur Dimitri Rassam, on a décidé de monter le budget de la musique et d'accompagner l'ambition qu'avait le film. Vous me tendez la perche, Monte Cristo justement. Donc vous nous avez expliqué le processus d'Emilia Pérez. Pour Monte Cristo, on est complètement différent. Comment ça s'est passé? Alors c'était plus court comme temporalité de production, mais intense différemment. J'avais déjà travaillé avec ce producteur sur les deux films, Les Deux Mousquetaires. Et je ne connaissais pas Jérôme Robotier, le compositeur, ni les réalisateurs, Mathieu et Alexandre. En fait, j'ai commencé à travailler sur le film 1 mois et demi avant. Ils avaient envie, ces deux réalisateurs, de continuer à travailler avec leurs compositeurs. Ça, je trouve que c'est toujours une bonne nouvelle. Et après, on trouve des chemins pour trouver la musique du nouveau film. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils partaient pour un très long tournage. Et qu'il y avait des choses à faire pour le tournage, comme il y a une chanson dans le film, il y a Anna Maria Vortolomei qui joue Haydée, qui chante une chanson, il fallait vraiment qu'elle ait ça très vite. Et donc on a joué un peu avec Jérôme là-dessus. Je me suis spécialisé dans la musique roumaine et moldave de la fin du 18e. On a trouvé des textes magnifiques. J'ai compris qu'il y avait une vraie culture de la chanson à cet endroit-là particulier. Et donc on est parti de ça. J'ai fini par trouver une partition du texte qu'on avait trouvé. Et c'était trop triste. Et donc Jérôme a décidé d'écrire une partition à la guitare, faire une chanson en fait. Et donc on a enregistré cette chanson. On a casté une chanteuse qui était elle turque, qui a profité de la coach qui travaillait sur le tournage pour aider les comédiens à mieux parler le roumain. Et elle a travaillé pendant 15 jours à fond, et on l'a mis en studio. Elle a chanté cette chanson de façon magistrale. Et après, on a fait tout un travail pendant l'été pour aider Anna Maria Vortolomei à être prête pour le coup, à le playbackiser, en travaillant avec une coach comme ça. Voilà. Donc c'est des choses que j'ai dû faire très vite. Puis après, ça a été pour le coup vraiment aider Jérôme il a dû travailler très vite. La sortie du film a été accélérée, donc il a fallu que ces 2h20 de musique, c'est quelque chose de pharaonique, ces 3 films en fait. Il a eu d'un Noël à avril pour la composer, et donc il a fallu l'aider. Je l'ai entouré de monteurs musique, de gens qui l'ont aidé à couvrir le film de musique sans que ça soit en gardant un artisanat qui était vraiment son souhait, quoi, un vrai rapport au thème. Et voilà, je suis très fier de ce qu'on a fait au final. Magnifique. Dans ce genre de tournage, vous rencontrez les acteurs ou pas du tout? Vraiment uniquement quand il y a des questions de musique où ils doivent chanter ou playbackiser. Donc sur Emilia Pérez, beaucoup. Sur Monte Cristo, uniquement Anna Maria, qui a c'est super chouette. Elle est venue voir la chanteuse turque Gulay enregistrer en studio pour s'imprégner du truc. Et je vois, il y a des comédiens qui ont ce genre de réflexe, pas tous. Avec elle, ça a été facile. Et puis on recevait samedi passé, pour celles et ceux qui étaient là, Eric Serra. Et alors il nous expliquait par exemple que quand il a enregistré la musique de GoldenEye, le James Bond, là il n'est pas intervenu jusqu'au moment où il a livré le film monté. Et à ce moment-là, il s'est mis à composer. C'est des choses que vous faites aussi, parce que ouais. Tout existe. Il n'y a pas de règle. C'est évidemment mieux. Typiquement sur Monte Cristo, Jérôme a composé les thèmes principaux et ceux qu'on retrouve vraiment dans le film sur le scénario. On va dire à l'ancienne, comme on faisait avant. Je vous recommande d'ailleurs de regarder le documentaire sur John Williams qu'on peut voir sur Disney, je crois, où on le voit avec Spielberg autour du piano, avec la femme de Spielberg, même au moment où il lui fait réécouter le thème de La liste de Schindler. Et bon, donc tout se passait autour d'un piano, d'une partition comme ça, et très souvent très tôt. Donc je trouve que c'est bien de faire ça. Voilà. Après,
il y a des musiques qui naissent pas forcément avec un piano, et des choses ça peut être un peu différent. Après, je travaille avec des compositeurs qui adorent avoir un film assez abouti, thème traqué, c'est-à-dire avec des musiques déjà calées, ils aiment ça, d'autres détestent ça. Donc, il faut parler avec eux. En fait, à chaque fois, le sujet, c'est la communication, c'est de savoir ce qu'ils préfèrent, et après d'être le porte-parole, le messager d'Athènes là, du compositeur, et expliquer au réalisateur, à la production, quelle sera la meilleure formule si on veut que ce compositeur, cette compositrice donne le meilleur. Donc, il y a quelque chose à accompagner comme ça. Il faut sentir un peu comme ils ont envie de travailler et s'adapter à eux vraiment, souvent même à leurs équipes, à leurs musiciens, leurs orchestrateurs, leurs copistes. Il y a des gens autour, et ils ont souvent des histoires avec des choses importantes, quoi. C'est un travail d'équipe, la musique. Ouais, c'est ça. Le theme tracking, c'est ce moment où on met des musiques témoins, en fait. Les monteurs ont besoin de quelque chose pour avancer. Et donc, le mieux, c'est qu'on ait un matériel du compositeur, de films à lui ou elle passés, ou des choses qui ont été déjà maquettées à base de scénarios. Donc, ça permet aux monteurs de commencer à travailler. Mais c'est rarement le cas. Donc, il y a un moment, forcément, on travaille avec les musiques d'autres. Ça a des avantages et des inconvénients. Et voilà, encore une fois, j'ai vu des très grandes musiques de films se composer avec des films qui avaient été énormément thème traqués, et l'inverse existe. Ce qui est important, c'est que ça ne soit pas douloureux pour le compositeur, et que ça ait quelque chose qui l'aide à être le plus créatif possible. Et une grosse partie de mon travail à ce moment-là, au tout début du montage ou juste avant, c'est de préparer un terrain de jeu où il puisse, il ou elle, être le plus libre possible. C'est important. C'est important pour le film, c'est important pour les réalisateurs. Il faut les aider à ce qu'au final, la bande originale soit la plus singulière et la plus unique possible. Et ça demande pas mal de communication. Parce que c'est vrai que vous le soulignez avant, l'aspect, je pense, psychologique est aussi important. Il y a une forme de fragilité aussi quand on livre une musique sur un film et puis qu'elle n'est pas forcément bien reçue. Vous, là-dedans, vous avez dû intervenir, vous avez dû régler des cas un petit peu chauds entre des désaccords artistiques. Ça m'est arrivé. Après, ça serait mentir de dire qu'à chaque fois j'ai entendu le thème génial et que j'ai su le défendre. Tout ça, c'est très intrusif, la musique. Donc même moi, j'ai lu un scénario au départ, et on imagine tous, on est tous musiciens quelque part. Donc il faut être très humble par rapport à ça. Mais ce qui m'est arrivé de faire, oui, c'est de faire des réécoutes. C'est-à-dire que je me dis de temps en temps, on tue une bonne idée en route, on s'en rend pas compte, ça va très vite. Donc, on parlait tout à l'heure de J'ai perdu mon corps, le film d'animation de Jérémy Clapin. L'animation, c'est très très long. Donc un réalisateur d'animation, un producteur, là, en l'occurrence Marc Dupont-Avis, qui est très mélomane aussi, ils avaient des idées pour la musique. Et ça, quand on a commencé à travailler avec Dan Levy, le compositeur, il est arrivé, il a fait un truc assez génial. On leur a demandé d'essayer 2-3 essais sur 2-3 séquences qui étaient les plus animées du film à cette étape-là du travail. Il a dit, je fais pas ça. Il est arrivé avec 8 musiques comme une bande originale qu'on mettrait dans sa voiture. Et vous fermez les yeux, je les ai pas calées sur les images, mais c'est le film. Et c'était le film. Et dans les 8 musiques, il y en avait une avec une espèce de flûte électronique assez dégueulasse. Et ça, évidemment, sorti du premier rendez-vous. Et Jérémy et Marc, c'est génial la musique, mais ça, on est d'accord, c'est no way. On était un mois de juillet, c'était notre chance. Donc, il se trouve que pas mal d'entre nous sommes partis en vacances au mois d'août. Et au mois de septembre, on s'est dit avec Dan, ça serait peut-être bien de réécouter. Donc on leur a trouvé un joli studio avec un canapé, un grand écran. Il avait d'autres choses à présenter, il fallait quand même qu'il y ait un alibi. Et on a réécouté ce thème à la flûte électronique dégueulasse. Et puis c'est le thème principal de film avec lequel il allait chercher son César. Et à la deuxième écoute, Jérémy et Marc se sont dit, il y a vraiment un truc avec ça, et c'est resté. Voilà. Mais c'était une volonté de Dan d'abord de défendre son travail. Et puis là-dessus, je l'ai accompagné en disant... c'est important qu'on réécoute tout ça dans d'autres conditions, parce que voilà, le conditionnement compte vachement. On écoute souvent ça sur un téléphone comme ça, dans un train, dans un truc, et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut écouter la musique. Et puis, c'est vrai que je crois que quand on s'était appelé, on en avait parlé, ce métier de superviseur musical, c'est pas encore quelque chose qui est énormément répandu, en tout cas en France. Mais vous avez créé une association des superviseurs musicaux, c'est ça ? Ouais. Pas mal milité pour ça. J'ai présidé notre association la première année, il y a 5-6 ans, parce que j'avais envie de connaître mes camarades de jeu. C'est assez artisanal en fait. Comment ça s'explique, c'est qu'en France, la musique, on parle par exemple des années 70, beaucoup de choses étaient gérées
soit par la production, soit par le compositeur. Je pense qu'ils étaient mieux payés et qu'il y avait donc des producteurs exécutifs musique qui travaillaient au service du compositeur. Alors, il y a des grands compositeurs en France qui ont ce genre d'organisation, mais c'est quand même très rarement le cas. Et il y avait des productions en fait, qui faisaient peut-être, je sais pas, davantage de productions dans l'année et qui avaient des gens qui dédiaient justement aux problématiques de musique additionnelle, d'achat, de droits. Puis c'est un peu explosé tout ça, et donc il a fallu des personnes pour un peu faire le lien, le trait d'union entre les espèces de showrunners musicaux, quand même dire les anglo-saxons. Aux États-Unis, ça existe depuis longtemps, mais c'est vrai que le métier de superviseur musical, c'est vraiment plus lié à l'achat de musique, des musiques existantes, aux négociations, à des recherches, comme ils travaillent avec les réalisateurs. C'est aussi la culture des séries. Donc, c'est un métier qui s'est beaucoup développé autour de ça. Et le producteur exécutif musique, là-bas, il est souvent engagé par le compositeur. Voilà, en France, c'est un peu différent. Et donc, on joue, on est un peu multicasquette, et en fonction des projets, faire du 70% de son temps sur Emilia Pérez, où il y a 300 questions par jour, ou des films où je vais négocier 3 musiques. C'est très variable. L'idée, c'est aussi que vous puissiez poser des questions, mais je vous en pose encore une petite dernière avant. Y a-t-il un réalisateur ou une réalisatrice avec qui vous aimeriez ou vous rêveriez de collaborer? Un paquet. Il y a des chocs esthétiques de jeunesse. Donc, je pense à Pedro Almodovar, à Paul Thomas Anderson. Ouais, ça serait bien. Alors, y a-t-il dans le public des questions? Ah, oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un micro, vu que c'est enregistré. Comme ça, on vous entendra. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure du theme tracking pendant le montage. Donc, j'imagine que c'est pendant le montage son que ça se fait. Et pendant le montage, non, tout court. C'est-à-dire que le monteur ou la image. monteuse a besoin de musique pour s'aider à monter souvent. C'est rarement muet. On peut le faire, mais c'est... D'accord, ok. Et du coup, si à ce muet de moment-là... musique, pardon. Ouais. Si à ce moment-là, il y a besoin de mettre une musique, qui va choisir la musique témoin à ce moment-là? Alors, c'est très variable encore. Ça m'arrive très souvent d'aider les monteurs à le faire. Souvent, c'est les monteurs qui le font avec le réalisateur. Des musiques qu'ils aiment d'ailleurs. Le réalisateur pense peut-être à une autre musique de film et qui l'inspire beaucoup, ou qu'il a beaucoup écouté en écrivant le scénario. Je ne sais pas, c'est très variable encore une fois. Par exemple, sur le Comte de Monte Cristo, j'ai beaucoup travaillé avec Célia, la monteuse, sur les deux. À l'époque, c'était presque 3 heures de musique. Il fallait créer quelque chose pour suivre le récit, que ça ne soit pas trop indigeste, et en même temps que ça soit singulier, que ça aide vraiment Jérôme, qui lui devait livrer dans un temps record beaucoup de musique. Mais c'est souvent les monteurs qui font ce travail-là au départ, et puis de temps en temps ils ont besoin d'aide, et encore une fois en fonction, c'est à géométrie variable, et ça m'arrive de les aider. Ok. Et du coup, au moment du montage son, ils travaillent avec les musiques finales composées? Pareil, ça dépend. Voilà, l'horloge est encore la maître du jeu. Ça dépend vraiment où on en est dans la musique. Si on est très avancé, ce qui est toujours ce qui est souhaitable, mais ce qui est rarement le cas, ils travaillent soit avec des maquettes, soit il y a encore des theme tracks, soit on a déjà produit la musique, mais elle n'est peut-être pas encore mixée, donc on a des réductions stéréo de ce qu'on vient d'enregistrer, ou on est déjà en train de mixer en 5.1, en 7.1, en Atmos. Et là, c'est le rêve pour eux, mais c'est rarement comme ça que ça se passe. Merci. Autre question? Profitez, profitez. Ah, là en haut, si jamais après. Ouais. Oui, ma question c'est, est-ce que vous vous obligez comme un DJ à faire du digging, à vous tenir au courant des nouveaux musiciens, musiciennes, des nouveaux compositeurs, compositrices qui sortent, pour toujours être aux aguets? Vous disiez que vous écoutiez beaucoup de musique, mais est-ce qu'avec l'emploi du temps que vous avez, vous en cherchez encore beaucoup? Bien sûr, je continue à le faire. Et puis voilà, je me force aussi quand on me demande de travailler sur un casting de compositeurs à ce qu'il y ait des nouveaux talents dans la liste des 3, 4, 5 maximum que je présente aux réalisateurs, aux producteurs. Donc pour faire ça, effectivement, j'écoute. Il y a des choses qui viennent à moi. Je reçois des démos de compositeurs plus ou moins jeunes.
J'ai une jeune équipe avec moi aussi, où ils m'empêchent de tourner en rond, en me faisant écouter des choses que je n'aurais pas découvert tout seul. Encore une fois, il faut se faire aider. Et puis voilà. Puis après, on a des outils assez exceptionnels aujourd'hui. Il suffit d'être dans un café, un restaurant, n'importe où, et il y a des applications qui permettent de repérer ce qu'on est en train d'écouter, puis ça fait rebondir. Donc oui, bien sûr, c'est très important. Et puis ça permet, on parlait de thème tracking aussi, de nourrir les films avec de nouvelles choses. Moi, j'espère, on parlait de réalisateurs avec qui j'ai envie de travailler, j'ai un moment dans ma vie produit ce qu'on appelait de la world music. J'aimerais bien arriver à faire des bandes son un peu plus world music. Donc je repère des nouveaux talents en Afrique, ailleurs. Et voilà, c'est mon dada du moment, ça. Merci. Une autre question. Ah bah Vincent. Sur Jacques Audiard. Qui est-ce? Est-ce que quand vous êtes... Des fois, j'imagine qu'il y a des moments où en fait, vous découvrez ensemble, ou est-ce qu'il a quand même des idées? Est-ce qu'il guide au départ, ou comment ça se passe en fait? Comment vous avez trouvé ce chemin sur Emilia Pérez? Il y avait assez peu de références. Donc c'est par là, quand je disais tout à l'heure, c'est quoi le son de mon film? C'était une façon de parler de son et de musique, cette question-là. Et on s'est parlé aussi bien de Bob Dylan, de Lassa, de Rosalia. Il y a eu plein de choses qui sont passées comme ça, mais sans que ça soit très très concret, comme ça peut l'être sur d'autres films. Et en fait, c'est vraiment Camille et Clément qui ont trouvé une forme, mais qui est, encore une fois, l'esthétique, c'est agrégé. C'est vraiment sédimentaire. C'est-à-dire la qualité des chansons au départ. Le type de production, les arrangements, on a mis un tout petit peu d'électronique dedans à certains moments, mais ça reste très organique, très acoustique. Puis l'apport des voix, évidemment. Donc je parlais de ça. Et la chance qu'on avait, c'est d'avoir Camille à côté de Clément, c'est-à-dire une chanteuse exceptionnelle. Et donc on la connaît, elle fait des arrangements vocaux féeriques, paranormaux presque. Et donc elle a proposé des choses comme ça sur lesquelles Jacques réagit très vite. Il est très sûr de son goût, de ce qu'il aime, donc ça va de façon très nerveuse comme ça. Mais c'est génial! Et ça donne envie de continuer. Mais avant ça, pour répondre à la question, il a quand même des briefs. J'aime bien sa façon de parler. Je disais que de temps en temps, c'est bien quand on veut parler de musique, de ne pas parler de musique. Et donc, il était dans la narration, dans ce qu'il voulait raconter du personnage. Et il y avait de temps en temps des titres. La chanson, si je ne dis pas de bêtises, je crois que la chanson qui a gagné l'Oscar de la meilleure chanson, El Mal, c'était un titre de Jacques. Voilà, donc ça donne, c'est presque des flashs comme ça. Il y a comme des gestes pop. J'en dirais, il me faisait penser à Warhol, Jacques, dans sa façon de travailler. Comment un titre de Jacques? Dans le titre de la chanson. Donc du coup, ça donne une idée à Camille et Clément de ce que, voilà, d'une chanson qui va s'appeler Le Mal. Ça donne envie de plonger dans le mal, dans le texte, dans ce que ça raconte, dans son énergie qui est presque Rage Against the Machine. Voilà, donc c'est des intuitions de ce qu'il veut faire dans son récit et de l'émotion qu'il veut véhiculer. C'était très important. Il parlait beaucoup de ça, c'est-à-dire à quel point il voulait nous toucher comme spectateurs dans la salle, et, avec des artifices évidemment, mais en même temps sans artifice. Donc la musique là-dessus, ça permet de toucher directement. Et là-dessus, je trouvais qu'il avait une façon de les amener sur la voix, à quel moment j'ai besoin d'une chanson dans le film, parce que ça va être accélérateur de scénario, accélérateur d'émotion. C'est un très grand architecte de tout ça, pour le coup. Et j'ai lu quelque part qu'il ne voulait pas forcément faire une comédie musicale, s'il se méfiait un peu de la comédie musicale à l'américaine. Ah oui, c'était tous les jours une réflexion, ça revenait. Je parlais tout à l'heure de la fabrication de ce podcast, mais c'était vraiment pour ça. Il me disait, j'ai le scénario, les chansons, et je veux vraiment pas une tranche de saucisson sec, chanson, saucisson à l'ail, ça joue, une fluidité dans le récit. Je pense qu'il a inventé presque une forme là-dessus sur ce film, Jacques. Et pour y arriver, ça a demandé plein d'allers-retours. On déconstruit les chansons, on fait sauter un couplet, on remet du texte joué au milieu de la chanson, et ce travail, parce qu'il savait très bien qu'il ne pourrait pas le faire en montage, parce que quand on fait un film musical, encore une fois, on cale beaucoup de choses avec les chansons au départ, et c'est comme ça. Donc la préparation avec Jacques, ça a été assez intense, parce qu'il était en train de faire son montage, en fait. Et est-ce que le film de Lars von Trier
Dancer in the Dark. Est-ce que ça a été un film référence? Ce mélange de sons réels. J'étais pas tout le temps avec Camille, Clément et Jacques, parce qu'ils étaient en Dordogne, souvent on les abandonnait là-bas. C'est probable. J'en ai jamais parlé avec Jacques, Camille et Clément, mais je sais que il y a quand même des ponts entre Björk et Camille aussi. Donc, je pense dans la façon, encore une fois, d'avoir le droit à toutes sortes de fantaisies. Notre petite planète en a besoin. Elle nous amène ça, et Jacques, il écoute ça beaucoup. De temps en temps, ça allait trop. Enfin, encore une fois, le film a quelque chose de très baroque, et pour lui, je crois qu'il quand même le vivait de façon assez conflictuelle. C'est que de temps en temps, ça allait trop loin. Mais de pouvoir travailler avec Camille là-dessus, je pense que c'était une vraie chance pour Jacques. Comme j'imagine que c'était une chance pour Lars von Trier de travailler avec Björk, parce qu'elle les amène ailleurs. Absolument. D'autres questions? Moi, j'en ai encore. Hein. Ah, là en haut. Profitez. Sur le film Léos Carax, comment s'est passé vos rapports de travail avec les Sparks et Léos Carax aussi, sur le film Annette? Ils sont très bien passés. Ouais. C'est pour ça qu'ils m'ont gardé. Mais les allers-retours, vous avez fait beaucoup il y avait un truc. Je suis arrivé tard. C'est 1 mois et demi avant le tournage. Il y avait beaucoup de choses à régler très vite. Sur le film de Léos, tous les comédiens, comme je disais tout à l'heure, ont été enregistrés sur le tournage, mais aussi certains orchestres. Et donc, on a tourné en Belgique et en Allemagne. Et donc, on était au début du mois de juillet. En août, on était en train de tourner. Et il y avait 3 séquences en particulier avec orchestre. On a enregistré les orchestres pendant que ça chantait, pendant que ça jouait. Donc, ça posait beaucoup de questions de casting de musiciens et de technique. C'est-à-dire comment il y a une scène avec Simon Albert qui dirige un orchestre. Il joue, il parle pendant que l'orchestre joue aussi. Comment techniquement on met ça en place? C'était des questions. Il y avait la question de la voix opératique de Marion Cotillard, qui est une super chanteuse et qui a fait un travail exceptionnel, mais qui n'est pas une chanteuse d'opéra. Donc comment on triche? Il y avait la question de la voix de la marionnette, j'en parlais tout à l'heure. Et puis voilà, et après avec les Sparks, ils avaient écrit ce livret. Les chansons étaient déjà très abouties. C'est la grande différence avec Emilia Pérez, où on partait de quelque chose de complètement vierge. Et donc, après, Léos, de la même façon, a posé beaucoup de questions préalablement au tournage, à triturer les chansons pour être sûr d'avoir une certaine liberté en montage qui était importante pour lui. Donc, le même genre de logique. Après, les Sparks étaient tout le temps sur le tournage. Et il y a eu un moment un peu particulier, c'est que ce film c'est un film dit Covid, c'est-à-dire qu'au moment où on devait commencer à produire la musique, on a été confinés. J'étais le 13 et le 14 mars, 1 ou 2 jours avant qu'on soit confinés à Londres, en train d'enregistrer la voix de la marionnette, quoi. C'est la voix d'une petite fille qu'on a enregistrée à Londres. Et après, et puis il y avait une chorale d'enfants aussi qu'on a fait là-bas. On est rentré à Paris, on devait enregistrer un orchestre, mais on n'a pas pu, on l'a fait plusieurs mois après. Mais ça a permis, il y a eu des choses folles. C'est-à-dire que pendant le confinement, il y a un producteur de musique qui s'appelle Fred Avril, qui est un compositeur avec qui j'ai déjà travaillé, qui était confiné aux Abbesses à Paris. Dans sa cour d'immeuble, il y avait un arbre. Et il a décidé de travailler le son de la marionnette en prenant la voix de la petite fille qu'on avait enregistrée à Londres et d'essayer de trouver quelque chose où il ne fallait pas que ça soit mécanique, il ne fallait pas que ce soit un robot, il ne fallait pas que ce soit 100% une petite fille. Et il allait enregistrer l'arbre. Donc il a fait ça pendant tout le confinement, il tapait dessus, il mettait des micros, il a créé une reverb, quelque chose comme ça, un effet qu'il a mélangé avec la voix de la petite fille, et à la fin on avait la voix de la marionnette, comme un synthétiseur de Stevie Wonder, où on change les notes et il a créé une espèce de modulation. Donc il y a eu des histoires folles autour de ce film, ça je pourrais faire toute une autre masterclass, c'était exceptionnel le travail, c'était beaucoup d'expérimentation, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur Annette, qui ont travaillé sur Emilia Pérez, Clément Ducol, moi, la directrice de post-production, le preneur de son du tournage, qu'on a expérimenté beaucoup de choses avec Léo sur ce film, qui a essayé plein de choses. Et c'est le vrai plaisir de travailler avec Léo sur un... Enfin, je ne vais pas tous les jours sur le tournage, mais c'est vraiment de sentir, il ne le dit pas, mais on le sent de façon très très forte, la chance qu'on a fait de faire ces métiers-là, et il nous transmet quelque chose de très enthousiasmant, quoi. Donc voilà, voilà, et les Sparks, pareil, forcément, ils ont une fantaisie folle, et on s'est beaucoup amusés tous ensemble. Merci. Une autre question? Alors, ça se rapproche beaucoup d'un film musical. C'est-à-dire qu'on met la post-production avant le tournage. Alors, normalement, sur un film classique,
bon, on commence à parler vraiment de musique au montage, souvent, même si tout à l'heure je vous disais qu'on pouvait travailler, les compositeurs travaillent de temps en temps des thèmes ou des premières idées sur le scénario, mais ça se fait quand même, c'est un métier de la post-production, la musique plutôt quand même. Alors que sur les films d'animation ou sur les films musicaux comme Annette ou Emilia Pérez, il y a beaucoup de choses qu'on doit penser avant. Et donc, sur la base d'un animatique, c'est ça qui se passe dans un film d'animation. Souvent, on a un montage prêt très tôt, parce qu'il faut lancer tous les dessins, et ça prend beaucoup de temps, et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il faut être très sûr du montage très tôt quand on fait un film d'animation. Et donc, la musique commence à ce moment-là, c'est-à-dire beaucoup plus tôt que sur un film classique. Ce qui est assez agréable, parce qu'on a le temps de réfléchir davantage, d'échanger, de se dire est-ce qu'on a tué une bonne idée et on va la récupérer. Voilà, c'est une autre temporalité. C'est d'autres types de façon de travailler et pareil, à quel moment on enregistre. Il y a une temporalité de production très différente et la vertu, je pense, c'est d'avoir davantage de temps pour réfléchir. Bonjour, juste une petite question sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle s'est immiscée dans ce métier, ou comment est-ce que vous l'abordez? On a beaucoup entendu parler au niveau du scénario, de l'image, mais ouais. Voilà. Moi, directement, très peu. Je vais vous raconter quand même une expérience, mais je pense que ça va me tomber dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a dans le travail de faire la musique originale, je pense ça ne bougera pas. C'est une conviction profonde, on aura besoin de grands créateurs, et je crois que c'est mieux les humains. Mais après, il y a de l'habillage. Je parlais des musiques additionnelles qui sont dans le fond. Il y a des choses peut-être qui vont commencer à se nourrir de librairies qui seront fabriquées comme ça, si on n'est pas complètement dupe sur ce qui est en train de se mettre en place ou ce qui est déjà en place. Donc c'est juste là. Après, si on prend les choses positivement, l'intelligence artificielle, si c'est pour remplacer des voix, des métiers, tout ça, c'est horrible. Par contre, de temps en temps, ça aide à faire les choses un petit peu mieux, comme une application. Alors en musique, ça nous arrive, on a des applications pour travailler sur les voix comme Melodyne, l'autotune, ces choses-là. Et il y a des applications qui sont liées à l'intelligence artificielle qui nous permettent d'améliorer certaines choses, comme on l'aurait fait avec une autre application. Là, je le prends positivement. C'est-à-dire que c'est dans une session Pro Tools, c'est un bouton en plus. Voilà, donc ça me choque pas. On en a un tout petit peu fait sur Emilia Pérez pour réunir la voix de Camille et de Carla Sofia à certains endroits. Et c'était après qu'elles aient travaillé des heures et des heures derrière leur micro. Donc là, c'est la performance des interprètes qui a compté et qui ont fait qu'on y est arrivé. C'est quand je dis des dizaines d'heures en studio pour Camille et Carla Sofia pour réussir à interpréter Emilia et Manitas. Nous arrivons gentiment au bout de cette rencontre. Y a-t-il une dernière question? Ah oui. Là. Oui, une petite question. Vous avez parlé d'Audiard, je crois, qui cherchait un peu le ton général de la musique dans son film à un certain moment. Puis je me suis demandé si finalement ça venait pas automatiquement simplement parce que voilà, vous êtes une équipe et puis chaque équipe a finalement une certaine identité artistique. Et puis est-ce que c'est pas une fausse question que ça vient tout seul, une identité? C'est une très bonne question. C'est une fausse, c'est une vraie question qui se pose dans ce cas-là, Jacques. C'est-à-dire que c'est effectivement, je crois que le fait de choisir Clément et Camille, c'est une première réponse à sa question. Mais il a envie aussi qu'ils ne travaillent pas exactement comme ils font d'habitude. Donc leur sortir dans leur zone de confort, c'est quelque chose que je l'ai souvent entendu dire. Et donc en questionnant ça, il les fait bouger quand même. Donc je pense qu'une grande partie de la réponse à sa question, elle est au départ dans le choix de ses compositeurs et des gens qui vont les entourer, des équipes. Et puis le fait de faire un film qui se passe au Mexique quand même. Donc faire travailler une chorale mexicaine, ça donne une certaine couleur quand même à ce qu'on entend. Je pense quand même que c'était très important de continuer à poser cette question-là tout le temps, de garder tout le monde un peu sur le nerf. Là, il a quelque chose de très nerveux dans la façon de travailler, Jacques, mais c'est très sain d'un point de vue créatif. Et il y a encore une fois
les dernières idées sont nées à la fin des derniers jours de montage. Et c'est parce qu'il questionnait ça. Voilà, il y a beaucoup de musique dans le film. Il y a certaines séquences musicalement on aurait pu louper et qu'il a tenu parce que quand même il a amené une direction à tout ça. Et sa façon de diriger tout ça, c'est de poser des questions. Bon, eh bien, nous arrivons au terme de cette rencontre et je vous prie d'applaudir chaleureusement Pierre-Marie Dru. Merci de nous avoir éclairés sur ce métier de superviseur musical. J'espère que vous en savez beaucoup plus et que vous pourrez maintenant expliquer à tout le monde ce qu'est un superviseur musical et à quel point c'est important. Merci beaucoup et n'oubliez pas d'aller voir les autres rencontres, les projections, tout le programme incroyable que proposent les Rencontres 7e Art sur le site rencontres7eart.ch. Allez-y, s'il vous plaît, c'est génial, c'est jusqu'à dimanche, et encore, ou bien samedi ? Jusqu'à dimanche. Donc allez-y, il y a plein de choses. C'est génial, on a de la chance d'avoir ça. Merci encore Pierre-Marie Dru.